Bonjour à tous, bienvenue dans le café Ma Boussole Aidant. Ma Boussole Aidant, donc le site qui oriente les gens qui prennent soin d'un proche. Donc dans les cafés Ma Boussole Aidant, on traite de sujets de préoccupation qui touchent les aidants pour donner des conseils et mettre la lumière sur des solutions qui existent. Et donc je m'appelle Marguerite et c'est moi qui vais animer ce café. Alors, euh, la maladie, le handicap ou la dépendance s'invite dans la famille, il y a de nombreuses répercussions qui peuvent toucher la santé, les soins, la gestion du quotidien. Mais ça va bien sûr évidemment aussi toucher qui l'on est, la relation à l'autre. C'est une thématique qu'on a déjà pas mal travaillé dans d'autres cafés, la relation à son proche, la relation à l'entourage. Et aujourd'hui, on va parler du couple. Alors que la personne que l'on accompagne soit son conjoint ou sa conjointe, ou un enfant ou un autre membre de la famille, les danses, le fait d'accompagner un proche, ça va forcément faire bouger tout un système, sa charge mentale, sa disponibilité, sa manière d'interagir avec l'autre, et donc ici avec son conjoint. Donc on va parler de comment préserver sa relation amoureuse quand on aide. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johanna Rosenblum, qui est psychologue clinicienne, et Daisy Dessine, qui est maman aidante et également autrice illustratrice, et notamment de l'ouvrage Ça va aller. Peut-être, Daisy, peut-être qu'on pourrait commencer avec toi et que tu pourrais nous présenter rapidement la situation de ta famille nous présenter pardon, ta famille et puis la situation d'Eliott, ton fils. Alors, j'ai une jolie petite famille de un mari et deux enfants et deux chats. Je suis donc en couple et mariée depuis 15 ans et on est les parents de Sacha qui a 10 ans et de Elliot qui a 6 ans aujourd'hui et qui est diagnostiqué autiste depuis l'âge de ses 3 ans. Il a été diagnostiqué précocement avec une plateforme de coordination et d'orientation à l'époque. Et effectivement, suite au diagnostic, on a traversé des périodes assez compliquées. Toute une mise en place a complètement modifié et a chamboulé une organisation de vie et une organisation familiale et des liens familiaux complètement modifiés et aussi un impact considérable sur le couple. Et donc c'est tout ça que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Et ben, merci beaucoup. Et du coup, déjà, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule un petit peu la famille. Comment l'arrivée du handicap est venue, peut-être avant qu'on parle du couple, comment c'est venu, on va dire, impacter votre équilibre familial Alors, ça a eu un impact sur deux plans bien distincts. Le premier plan, c'est celui que j'appelle organisationnel, c'est-à-dire que suite au diagnostic, il a fallu revoir complètement notre organisation, c'est-à-dire que moi, j'ai dû cesser de travailler, quitter mon métier d'infirmière pour pouvoir me rendre disponible et garder Elliot dans un premier temps parce qu'on n'avait pas de possibilité immédiate de prise en charge. Donc, j'ai dû quitter mon emploi. Je me suis retrouvée en fait mère au foyer. Pas par choix, par contrainte. Donc déjà, ça a eu un impact considérable, ça, sur ma manière de fonctionner, puisque c'était pas un choix, je l'ai vraiment subi. Et puis ces difficultés organisationnelles, elles sont aussi du coup devenues financières, parce que ben, quand on arrête de travailler, il y a forcément une perte de salaire. Et puis il y a un autre volet qui est plus celui de l'ordre des émotions et de la psychologie, puisque effectivement il faut accepter le diagnostic, il faut aller à la rencontre de son enfant et un enfant de 3 ans, déjà c'est assez compliqué en soi, c'est des petits humains très vifs. Mais à l'époque, le fait est qu'en plus Elliot était du coup pas du tout accompagné, donc il était pas bien. Donc le climat à la maison était très tendu, c'était des crises permanentes, donc psychologiquement pour tout le monde c'était très difficile, à la fois en tant que mère de voir son enfant qui n'allait pas bien, mais aussi de voir mon grand subir cet environnement difficile, de pas avoir de temps à accorder au grand, pas de temps à accorder au couple. Donc ça, voilà un peu tout ce qui s'est passé suite au diagnostic. Donc c'est une grande ouais, aventure. ouais, c'est dense et c'est complexe.
Johanna, selon toi, qu'est-ce que la survenue d'un handicap ou d'une maladie, comment ça vient impacter la famille et voilà, cet équilibre familial qui existe jusqu'alors? C'est très perturbant parce que dans la plupart des cas, et fort heureusement, on ne prévoit pas un chamboulement comme ça, tel que la maladie ou la survenue voilà, d'un trouble ou d'une pathologie ou d'un handicap. Donc, il y a déjà à gérer cette imprévisibilité, cette espèce de nouvelle chose qui vient faire effraction dans un scénario dans un scénario heureux, hein, qu'on s'était programmé et dont on a du mal à se dire qu'on va pouvoir le maintenir à flot. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est la désorientation, c'est parfois le désarroi, la colère, le sentiment d'injustice et toutes ces émotions prises individuellement, chaque personne les vit dans sa temporalité, et ben ça peut créer des conflits chez certains parce que de la colère, des symptômes dépressifs parce que chez d'autres ça va générer de la tristesse. Donc il y a un moment de grande tempête avant de pouvoir réaliser que non seulement ça fait partie de la vie, mais que la vie ne s'arrête pas là. Et donc il est possible de trouver un nouvel équilibre, notamment dans le couple. Et Daisy, du coup, comment vous êtes organisé dans ton couple? Quel impact tu as pu relever? Tu as parlé de manque de disponibilité, de toi, ta vie finalement professionnelle qui s'est arrêtée. Comment ça s'est joué du coup au niveau de votre couple? Eh bien, comme le dit Johanna, il y a eu une période qui a été très très compliquée, mais qui finalement était nécessaire, était logique. Il fallait traverser cette période compliquée et accepter, comme je dirais, que la tour de l'ego s'effondre en fait. Il faut la laisser s'effondrer pour pouvoir ensuite la reconstruire ensemble. Mais parfois, elle s'effondre pendant longtemps et c'est très difficile de garder la tête hors de l'eau. Le fait est qu'on l'a laissé s'effondrer, on a eu beaucoup de situations conflictuelles où finalement chacun se reproche à l'autre des choses que l'autre subit tout autant. Mais comme le dit Johanna, il y a cette notion de temporalité, c'est-à-dire que mon mari et moi n'avions pas la même évolution, les mêmes réflexions au même moment. Qui plus est, moi, je vivais au quotidien avec Elliot à la maison. Mon mari, lui, allait travailler. Du coup, moi, j'avançais dans ma relation avec Elliot. Lui, bah, différemment et moins rapidement, puisqu'il était moins à son contact et tout. Donc, il pouvait y avoir des reproches qui naissaient, qui finalement n'avaient pas de sens, parce que je lui reprochais de ne pas avoir les clés pour communiquer avec Elliot, mais en même temps, est-ce que moi, je lui donnais celles que j'avais découvertes? Je ne sais pas. Donc, il y a eu tout un tas de conflits comme ça qui ont été euh, extrêmement compliqués. Comme je le disais, on dit toujours que la communication, c'est la clé. Alors oui, bien sûr, évidemment, mais le fait est que quand ça va pas, on n'a pas du tout envie de communiquer, on n'a pas du tout envie de partager et d'échanger. Il y a une chose qui a fait au moins tenir durant cette période d'effondrement de notre petit royaume, c'est qu'on savait tous les deux que ce qu'on voulait, c'était que nos enfants aillent bien. C'était notre objectif qui était commun et cette chose-là, on l'a pas perdu de vue. Donc on savait qu'on bataillait peut-être pas main dans la main, mais on savait qu'on bataillait l'un et l'autre pour la même chose. Donc c'est ce qui a fait au moins que avant qu'on ait pu se retrouver pour discuter, c'est ce qui a fait au moins tenir la dernière petite ficelle qui nous liait en tant que couple en tout cas. Et merci pour ce partage. Et ce qui fait que vous ayez pu vous retrouver à un moment? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous ayez pu vous retrouver, Ah justement? ben là-dessus, il y a pas de mystère, c'est la prise en charge et l'accompagnement d'Eliott. C'est hier soir, j'intervenais justement sur une émission par rapport à ça. Ce qui nous a permis d'exister à nouveau en tant que couple, c'est la prise en charge et le suivi d'Eliott qui a fait qu'on nous a laissé quitter tous nos habits d'aidants pour n'être à nouveau plus que des parents. Elle était là la clé, elle était là la solution. On était redevenus simplement des parents et on allait pouvoir enfin retrouver la place du couple et accorder du temps au couple. Mais ni lui ni moi n'avions plus de rôle à jouer, bien que quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est toujours un peu éducateur, orthophoniste, tout ça, mais en tout cas, c'était plus majoritaire. Et on a pu finalement avoir du temps pour passer du temps en famille, passer du temps en couple et se libérer de ce poids et de cette responsabilité sur
tous les aspects de l'évolution d'Eliot. Ouais, de plus être C'est ça. l'omnipotent. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui, clairement. Oui. Johanna, je voyais sur le compte de Daisy qui postait sur son compte Instagram que 85% des couples qui ont un enfant en situation de handicap divorcent ou se séparent. Euh, qu'est-ce qui fait selon toi qu'on arrive à ce taux qui c'est dingue hein, de voir un taux qui est si élevé. Comment tu l'analyses, toi? Le fait qu'il y ait autant de couples qui se séparent, Ouais, c'est très compliqué. Déjà, le quotidien, d'un point de vue pratique, il est compliqué. Il y a déjà souvent une des personnes du couple qui se consacre davantage à la personne à aider, ça crée d'emblée un déséquilibre. Et de ce déséquilibre peuvent naître des reproches, de la frustration. Et puis parfois aussi, il y a une espèce de transfert de colère, c'est-à-dire que toute la colère qu'on ne va pas transférer sur son enfant ou la personne qu'on aide, on peut la transférer sur ce conjoint parce qu'on va lui faire porter le reproche, tout ce qu'on n'assume pas, quoi, hein, cette vie rêvée qu'on n'a pas eue, les difficultés qu'on rencontre et qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. Donc finalement, il devient le réceptacle de tous nos affects qu'on a du mal à gérer. Ça, c'est compliqué. Et puis dans toutes les difficultés qu'on traverse, hein, que ça soit la maladie, le handicap, les danses en général, mais toutes les épreuves que la vie nous amène, auxquelles la vie nous confronte, bah, ça réveille des choses différentes en nous et parfois eh ben, c'est difficilement surmontable et on a beau s'aimer très très fort, eh ben, l'amour s'altère, s'étiole, il vit de rancœur, de critiques, de fatigue aussi. Et c'est compréhensible aussi. Il y a des couples qui se séparent, ça ne veut pas dire que c'est des couples forcément qui finissent par se haïr aussi, hein. Ça reste des parents, les parents d'un enfant à aider, notamment dans le cas de Daisy, qui bien heureusement a une famille complète qui est restée unie. Mais ça peut être le deuil d'un couple, si vous voulez, mais pas forcément le deuil d'un amour ou d'une famille qui existe, en fait, qui perdure. En tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est confronté à ce genre de situation où il faut devenir un aidant, ou voilà, confronté de manière générale à la maladie, au handicap, eh ben, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a, avec ses propres ressources, avec les propres rapports aussi qu'on a au corps de la personne qui a besoin de soins, à la mort, à la maladie, à la perception qu'on se fait de l'avenir, du temps qui passe, aux peurs qui sont les nôtres, hein, de parents vieillissants, d'enfants qui grandissent et qui vont devoir se débrouiller aussi sans nous. Donc c'est très compliqué. Il y a des matins où on se réveille, c'est insurmontable. Il y a d'autres matins où on est où tout est possible, tout devient possible parce qu'il y a des petites avancées, des petits efforts. Nous-mêmes, on avance. Donc, il faut prendre les choses avec grande bienveillance. Quand on arrive à rester soudé, c'est évidemment exceptionnel, formidable. Et puis, quand ça n'est pas possible, eh ben, il y a une autre façon de réinventer sa famille et ça arrive et c'est pas grave. merci Johanna de rappeler l'importance de cette bienveillance qu'on oublie quand on a la tête dans le guidon, quoi, parce qu'on a forcément énormément d'exigences pour soi parce qu'on veut le meilleur pour son enfant, ici quand on parle de son enfant. Euh, et puis ce que j'entends aussi, Johanna, de ce que tu décris, et Daisy aussi, c'est que finalement, on est deux, mais on est deux personnes très différentes. Donc on va forcément réagir avec ses propres armes, ses propres émotions, son propre rapport à... C'est ce que Daisy disait très très bien, c'est que pendant la tempête, chacun nage comme il veut. Idéalement, c'est se focuser sur le même oasis, le même horizon vers lequel on va pouvoir se retrouver. Mais pendant la tempête, chacun fait avec ses outils, sa capacité à faire face. Il y en a qui vont nager vite, il y en a d'autres qui vont faire la planche en attendant que la tempête passe. Je pense que ce qui permet de tenir sur la durée, c'est d'avoir le même objectif, quoi, le même horizon commun, de se retrouver, de refaire sens, de trouver des solutions, de maintenir à flot un couple qui a été fortement chahuté, quoi. Daisy, est-ce que tu recommanderais à des personnes qui vivent ce que vous avez vécu, ton mari et toi, de se faire accompagner dans le cadre de, oui, de ces parcours? Ben, oui, et c'est quelque chose finalement que je déplore, ce manque d'accompagnement en fait de la famille parce que pour moi aujourd'hui, ce qui fait qu'on a réussi à construire cette harmonie et cet équilibre familial,
c'est parce qu'on a réussi à exister en tant que famille. Et c'est ce qui finalement est complètement chamboulé à la suite du diagnostic. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque d'accompagnement à la fois de la famille, au sens noyau dur de la famille, un manque d'accompagnement des fratries et un manque d'accompagnement du couple, parce qu'on va se focaliser, et là je parle d'enfant pour le coup, on va se focaliser sur l'enfant qu'on vient de diagnostiquer. Or, cet enfant-là, il évolue dans un milieu, et son milieu, c'est sa famille. Et sa famille a une part extrêmement importante de responsabilité dans son évolution, à lui aussi. Et je trouve que quand on parle d'enfance et de petite enfance, il serait essentiel de pouvoir accorder autant d'attention à la famille que à l'enfant en lui-même. Et moi, je me dis qu'effectivement, si on avait pu avoir, je sais pas, être orienté vers un psychologue pour créer ces temps d'échange de couple que nous n'avons pas pu avoir pendant 18 mois, si ce n'est qu'à travers des cris et des hurlements et des reproches, finalement nous accorder 1 heure, même si c'est 1 heure par mois, bah, peut-être que ça aurait suffi aussi à pouvoir dissoudre plutôt certains malentendus. Si mon grand avait pu aussi être accompagné, ben ça l'aurait peut-être aussi aidé, parce que lui aussi pendant ce temps il nageait. Il nageait dans son coin tout seul, quoi, pour essayer de se sortir et de comprendre comment notre famille allait se réorganiser. Mais donc je conseille, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je conseille de le faire en se faisant accompagner d'un professionnel, parce que comme je le disais tout à l'heure et comme Johanna le redisait, on n'avance pas au même rythme et on n'est pas capable de communiquer. Il faut quelqu'un pour nous aider à poser les mots, quoi. Donc il faut, pour que ce soit efficace, il faut se faire accompagner. Il faut pas hésiter, quoi. Et puis ça permet aussi un changement de rythme, parce que quand on est au quotidien, on va pas se mentir, c'est la course, quoi. De gérer sa vie voilà, personnelle, les soins de son enfant, comprendre, organiser voilà, comment ça va se passer pour la suite, etc. Et donc c'est forcément un état mental où on est pressé et on peut pas prendre de hauteur sur ce qui se passe. Et du coup, permettre cette bienveillance que tu évoquais, Johanna, ça devient compliqué, quoi, si on n'a pas ces temps de pause, là. Ces temps de pause-là, ils ne peuvent exister que quand il y a quelque chose qui est proposé pour le suivi de l'enfant. Même si on parle de maladie ou de soins plus lourds, il faut que tout soit mis en place au niveau de la prise en charge des soins, et la première chose, c'est qu'on sache que notre enfant est en sécurité, est accompagné. Et à partir du moment où on sait ça, ce qui était finalement notre objectif commun dans un premier temps, alors on va pouvoir se permettre de se dire, bon, alors viens, on prend un café, on va discuter, lui ça va, il a ce qu'il faut, on va essayer de s'accorder un peu de temps, quoi. Et ces moments qu'on peut s'accorder, soit avec son conjoint, soit lors d'une séance avec un professionnel de santé ou un psychologue, elles sont hyper pertinentes, parce qu'en vérité, une fois qu'on fait abstraction de tout ce qui génère le conflit, on se rend compte que les problématiques, c'est exactement les mêmes et qu'on se pose exactement les mêmes questions. On ressent les mêmes choses, c'est-à-dire la peur, le sentiment d'injustice et le sentiment d'insécurité quant à ce que nous réserve l'avenir. Et ça, que un des conjoints soit un versant triste, colérique, que l'autre conjoint soit plus dans le reproche et l'incompréhension, une fois qu'on a passé tous ces affects, en fait, tout ce qui se manifeste verbalement et d'un point de vue comportemental au quotidien et qui crée le conflit, une fois qu'on a dépassé ça, en séance, on se rend compte que les peurs, les questions, elles sont les mêmes. Et c'est là qu'on peut se retrouver, en fait. Ici, on parle du coup dans ta situation, Daisy, où vous accompagnez votre enfant dans la situation particulière qu'il a. Quand on est aidant de son conjoint, alors je me tourne vers toi, Johanna, même si Daisy, je te laisserai répondre, mais qu'est-ce que ça change d'accompagner son conjoint qui, donc là, peut être atteint d'une maladie, voilà. Comment ça vient changer la donne en plus? En fait, la difficulté, elle est toujours la même. C'est comment je fais pour être une femme ou un mari et à la fois la soignante de mon conjoint, la mère de mon enfant handicapé, l'infirmière de mon père, l'écoute de ma mère. C'est comment on arrive à cumuler presque ces deux métiers, ces deux postures qui ne sont parfois pas compatibles. Switcher, par exemple, du rôle de femme
au rôle d'infirmière qui doit s'occuper des soins médicaux et des soins du corps de sa propre mère ou de son père. C'est un grand écart qui est extrêmement, extrêmement difficile à gérer pour l'aidant et extrêmement difficile à encaisser pour le conjoint qui, lui, n'a rien demandé. Je veux dire, il y a quand même des heures qui sont extrêmement éprouvantes hein, quand on aide un conjoint, un enfant, un parent. Ce sont des heures qui sont éprouvantes physiquement, mais également psychiquement. Il faut quand même pouvoir s'accorder un petit temps de latence entre les moments où on est dans la posture d'aidant et les moments où on est dans la posture de conjoint ou de parent. Et ça, c'est vrai que Desil disait très bien, et tu le disais aussi très bien, Marguerite, souvent le quotidien, c'est la course et on n'a pas ces quelques minutes ou quelques heures qui nous permettent de switcher d'une posture à une autre. Donc, ce que j'entends dans tout ça, c'est, mine de rien, il faut arriver à casser ce rythme, entre guillemets, pour se permettre, enfin en tout cas, mettre en place les accompagnements nécessaires. Exactement. D'abord pour son proche et ensuite pour soi si on le peut. Ouais, c'est tout l'enjeu, exactement. Et de manière plus générale, on se partageait en préparant le café que être aidant, ça a des impacts variés qu'on commence à bien détourer, mais aussi sur sa santé, sur voilà, le fait de certains aidants qui potentiellement font des burn-out, etc. Quels sont vos conseils à toutes les deux pour se préserver? Alors, moi, c'est une des problématiques qui conduit souvent un aidant en consultation. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est avant de parler de la difficulté d'être aidant, c'est une personne qui vient et qui est épuisée. Et parfois, qui a même du mal à conscientiser qu'elle est épuisée parce que son rôle d'aidant l'épuise littéralement, physiquement et psychiquement. Donc, on voit arriver des personnes qui verbalisent autour de cet épuisement physique et moral, mais qui seulement dans un second temps précisent qu'ils sont des aidants. Donc le lien n'est pas toujours fait. Et en fait, c'est sensibiliser et faire de la pédagogie autour de ces aidants qui se dévouent corps et âme pour les personnes qu'elles aiment, et c'est tout à leur honneur. Mais tout ça, c'est aussi au prix d'une santé physique et psychique qui peut s'altérer extrêmement, extrêmement rapidement, parce que l'amour ne fait pas forcément la santé mentale et la santé physique, et on peut aimer de tout cœur une personne, vouloir lui apporter un bien-être absolu et s'en réjouir, hein, s'en satisfaire, et en même temps se fatiguer nerveusement et physiquement. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'aidants qui n'aient pas été confrontés à l'épuisement. Et là, je parle dans mon ancienne expérience d'infirmière où j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'aidants. Et pour le coup, l'épuisement, il y est forcément parce que quand on est aidant, je pense que aider, d'accord, mais psychologique, émotionnel et nerveux qui vient encore plus vous ronger petit à petit. Qui plus est, dans mon cas, en étant mère, c'est déjà fatigant d'être mère, mais en plus, avoir cet épuisement de se dire il faut que je garde tout le monde hors de l'eau. Moi, je me voyais vraiment comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'eau et de prendre tout le monde et de dire respirer, respirer, garder la tête hors de l'eau. Et moi, pendant ce temps, je m'épuisais à battre des jambes pour tenir ce petit radeau et que tout le monde respire. J'ai pas attendu longtemps pour aller voir mon médecin traitant, Oui, d'accord. parce que j'ai tout de suite repéré les signes de cet épuisement à la fois physique et psychologique, les signes d'une dépression nerveuse, hein, le ralentissement psychomoteur, je ne mangeais plus. Moi qui fumais un peu, je me mettais à fumer des paquets et des paquets de cigarettes parce que c'était l'opportunité d'avoir 30 secondes de répit à l'extérieur de la maison. Voilà, et j'ai identifié tous ces signes-là. Et je suis rentrée dans un long processus pour arriver à sortir de ce tunnel très très sombre. Et ce qui m'a permis d'en sortir, encore une fois, ça a été la prise en charge d'Eliott et sa scolarisation en classe spécialisée, où là, pendant un mois, j'ai pas levé mes fesses du canapé. Et j'ai vécu ma tristesse la plus profonde possible, mais ça m'a fait un bien fou, puisque en fait, je la traînais de manière latente et je n'avais jamais pris le temps de vivre ma souffrance, en fait. Et j'ai eu besoin, quand Eliott a été pris en charge,
de la vivre, de passer des heures à pleurer, d'accepter de lâcher prise, enfin, en fait, de pouvoir la vivre. Et c'est ça qui est compliqué quand tu es aidant, c'est que tu aimerais bien pouvoir être triste et fatigué, sauf que tu ne peux pas. Tu n'as même pas le temps, et c'est quelque chose que je disais à mon mari, je n'ai même pas le temps de pleurer, d'être triste, de m'effondrer. Et il faut pouvoir laisser ce temps-là aussi aux aidants, quoi. Johanna, est-ce que c'est en lien avec les cycles d'acceptation? Mais oui, complètement. Ce que dit Daisy, c'est à la fois extrêmement juste et très touchant, en vérité. Et en séance, on le voit, hein, certains aidants ne viennent pas forcément pour verbaliser, mais viennent parfois pour du silence, pour pleurer, pour s'autoriser en silence à être en colère, parce que parfois on n'a pas besoin toujours de venir pour parler. Il faut savoir que les aidants, ils parlent beaucoup, ils doivent beaucoup expliquer à l'entourage, rassurer le conjoint ou la famille, être beaucoup dans la pédagogie avec les équipes soignantes qui sont autour, faire beaucoup de démarches. Donc parfois il y a beaucoup de mots, beaucoup de gestes, beaucoup d'énergie. Donc, ce qui est vrai dans tous les cas, dans les situations qu'on évoque là, mais en général, c'est que tout ce qui n'est pas exprimé émotionnellement finira soit par faire mal physiquement, soit par ressortir à un moment donné et avec de la rancune, c'est-à-dire une émotion qui n'est pas traitée, qui n'est pas considérée, qui est refoulée, sortira tôt ou tard avec de la rancune, c'est-à-dire avec beaucoup plus de violence, quoi, comme un boomerang qu'on n'aurait pas vu venir. Donc, s'accorder du temps quand on peut, encore une fois, quand la personne qui a besoin de soins est prise en charge, quand on a un relais, c'est essentiel. C'est vraiment un temps qu'on s'accorde et c'est pas du tout du luxe. C'est ce qui permet aussi à l'aidant de tenir dans la longueur. Parce qu'il faut pas se mentir, beaucoup de choses reposent sur ses épaules. Oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir accueillir ce que l'on vit pleinement, mais déjà soi, comment on le vit soi. C'est ça. Et puis, alors je reprends souvent cette métaphore quand il y a une dépressurisation des cabines dans les avions, quand on nous dit mettez le masque d'abord sur vous avant de le mettre sur vos enfants. Et effectivement, ça rappelle cette notion de, en fait, pour pouvoir accompagner les autres, il faut être soi-même un tant soit peu bien. Pour les personnes qui sont en début de parcours et qui n'ont pas forcément encore tout mis en place, quels seraient vos conseils justement pour essayer que ça se passe peut-être de la manière la plus douce possible pour elle? Moi, dans ma posture de psy, dans un premier temps, j'évite tous les conseils parce que la personne aidante, c'est aussi une personne qui a tellement de responsabilités sur les épaules, qui a quand même une notion de toute puissance, hein. Elle a bien conscience que sans elle, il y a beaucoup de choses qui risquent de s'écrouler. Donc d'arriver comme ça, comme un petit électron libre à côté, en donnant ces petits conseils, c'est toujours compliqué. En revanche, avoir à l'esprit en tant que psy qu'il y a cette période où, parce qu'on prend tout en charge et parce qu'on nous dépose aussi tout sur les épaules, il y a cette période de toute puissance. Il y a ces moments où on a l'impression d'avoir mieux compris que tout le monde et c'est aussi ce qui nous fait tenir et qui nous laisse penser qu'on est un bon parent, qu'on est un bon aidant, qu'on est une bonne fille, une bonne épouse, un bon conjoint. Enfin, et c'est aussi ce qui permet de croire en nous et en nos capacités d'aider et de soutenir la personne. Que parfois ces étapes-là, se succèdent des périodes de désarroi, de perte de confiance, de fatigue émotionnelle, de colère, de moments où on baisse les bras. Donc c'est des étapes successives et en fait pouvoir en tant que soignant les accueillir et être OK avec en face de soi une personne qui va alterner avec des périodes de bien-être et des périodes de désarroi profond. En tous les cas, moi, c'est le meilleur conseil que je me donne en tant que professionnel de santé qui accompagne quelqu'un qui accompagne et qui aide. Ouais, je rejoins totalement ce que dit Johanna. Les personnes qui me contactent régulièrement, généralement, et c'est ceux qui sont au fond du trou. Donc c'est des parents, souvent des mères. J'ai eu des pères aussi, des fratries, mais moi, le premier truc que je leur dis, c'est que je valide totalement leur tristesse. Je leur dis, bien sûr que c'est dur. Parce que souvent, ils m'envoient des mails ou des messages et c'est des pavés pour justifier leur mal-être. Et je leur dis, mais bien sûr, mais évidemment que c'est difficile. Évidemment que vous allez pas bien. Évidemment que vous êtes triste, que vous êtes en colère. Bien sûr que vous pouvez être en colère contre votre enfant, contre votre conjoint.
c'est une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'en plus, elle s'installe sur du long terme, enfin on ne parle pas de une semaine d'aidance, quoi. Enfin voilà. Donc déjà, j'ai tendance à légitimer ça et à leur dire, ok, vous avez le droit. Souvent, je leur conseille ce qui moi m'a sauvé, c'est-à-dire si vous avez un peu de temps pour aller pleurer, prenez-le. Si vous avez un peu de temps pour aller, moi je sais pas, aller crier ou casser des verres quelque part, allez les casser. Défoulez-vous, trouvez un exutoire pour vivre cette colère de manière saine. Je trouve qu'il faut accueillir ces sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la même manière, quoi. On ne peut pas les refouler et il faut les accepter que ce soit difficile et parce que les choses vont évoluer. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont se mettre en place. La route sera sinueuse, elle ne sera pas toujours forcément que vers du mieux, mais il faut aussi s'aider soi-même, quoi. Ouais. Ouais, ce que j'entends en synthèse, attends, je vois que Christine met un commentaire. Être l'aidant d'un conjoint malade peut provoquer également la peur d'être à son tour porteur d'une maladie et par répercussion la peur de ne plus être là pour ses enfants, même si cela semble irrationnel. On rajoute de nouvelles peurs sur la peur initiale. Oui, je pense qu'effectivement, on ne se laisse pas la place d'imaginer qu'on pourrait être malade et ne plus être aidant. Ça, c'est clair et net. Là, je parle juste en tant que mère, mais si mon conjoint était malade, oui, je me dirais, mon Dieu, il ne reste plus que moi, comment on fait, quoi. Et ça entraîne, c'est vrai si on réaborde le sujet de la culpabilité et de la colère, pouvoir être en colère contre la personne qui est malade et aussi en colère contre elle parce qu'elle focalise l'attention, parce qu'elle-même est en souffrance et en situation de fragilité, elle nous ôte à nous la possibilité d'avoir des moments où on est moins bien, où on est plus fragile et potentiellement traverser des périodes où aussi on n'est pas en super bonne santé. Tout ça, quand on est aidant, ça nous est supprimé. Et de ressentir ça et à la fois de ne pas pouvoir et l'exprimer et en vouloir la personne qui est malade parce qu'évidemment elle donnerait tout l'or du monde pour ne pas être soit malade soit handicapée voilà c'est des conflits internes qui sont super durs à gérer. C'est hyper culpabilisant, quoi. C'est vrai qu'il y a une culpabilité encore plus elle est décuplée, la culpabilité en tant qu'aidant, quoi. Tous les aspects de la vie, quoi. Genre, j'ai pas le droit de pleurer parce que c'est pas moi qui suis censée être triste. Il faut que je sois bien, que je sois fort. J'ai pas le droit de me morfondre. Oh là là. Et je rigole et je passe un bon moment. Est-ce que j'ai le droit Et je dois rassurer les autres aussi. Ouais, en plus, ouais. Je dois en plus rassurer mes parents, ma famille, mes proches, la fratrie que c'est bon. Je tiens la baraque, je tiens le cap. C'est ça, ouais. En synthèse de ce que vous avez toutes les deux évoqué et partagé, c'est vrai que de quitter ce scénario heureux qu'on avait projeté et de devoir porter cette injonction à être forte, de devoir mettre en place toute l'aide nécessaire pour que cela se passe bien, fait mettre de côté ce qui se passe pour soi. Et dans ce que je retiens de vos conseils, c'est d'essayer justement de faire de la place à ces émotions, de pouvoir les extérioriser, de pouvoir aussi comprendre chez l'autre qu'est-ce qui se passe dans ces émotions-là pour pouvoir comprendre quelles en sont les causes. Et peut-être juste, pardon Marguerite, juste préciser qu'il ne s'agit pas d'abandonner le scénario du bonheur et le fait d'être heureux. C'est de voir que le bonheur, parce qu'il y a les fractions de l'handicap ou de la maladie, il va devoir s'inscrire et se créer différemment. Mais la maladie, le handicap, les souffrances physiques ou psychiques en général, elles font partie de nos existences. C'est des épreuves qui peuvent nous arriver à tous et qui ne sont jamais prévisibles. Il faut juste pouvoir imaginer le temps d'une seconde après avoir accepté et fait le deuil de son premier scénario fantasmé, son premier roman photo. Qu'il est possible d'écrire différemment une nouvelle histoire de famille, une nouvelle histoire individuelle qui va apporter son lot de bonheur aussi et son lot de désarroi imprévu, mais une fois que c'est comme ça, il faut bien l'accepter. Donc c'est une forme de résilience qui permet de réécrire une nouvelle histoire qui apporte aussi beaucoup de joie et je pense que Daisy, je pense que
voilà, tes deux fils, c'est des petites lumières pour toi, quoi. Il y a pas, de différence aujourd'hui. Après, j'imagine, après le chemin, le parcours que tu as fait. Non, clairement pas. Et puis une fois que tu as pu sortir un peu la tête de l'eau en tant qu'aidant, eh ben, tu peux justement prendre le temps de découvrir ce nouveau monde. Parce que ce nouveau monde, il est différent. C'est pas celui que la société te fait imaginer en tant que parent. Mais en fait, il y a des trucs hyper chouettes. Nous, aujourd'hui, pour rien au monde, je changerai ma famille, aussi particulière qu'elle soit. On a pu tous se retrouver. Ensuite, on a pris un temps et une période qui a été assez chouette et assez longue où finalement on s'est mis à découvrir Elliot. Bon, bah alors comment il fonctionne en fait? Et qu'est-ce que tu aimes, Elliot? Et pourquoi t'aimes pas ça? Et pourquoi ce bruit-là, tu le détestes par-dessus tout? Et pourquoi tu as ces difficultés-là? Et en fait, on s'est mis à aller à sa rencontre. On s'est même approprié certains de ces codes qu'on a trouvés très chouettes, ces besoins de rituels, ce genre de choses qui le rassuraient lui, ben, on les a complètement intégrés à notre processus et on a mis en place cette harmonie familiale où chacun est légitime dans ses ressentis, même si les ressentis des uns des autres peuvent être différents et certains peuvent nous paraître complètement disproportionnés par rapport à d'autres, mais on les accueille tous de manière légitime, on s'écoute les uns les autres et on essaye de faire les choses ensemble et pour que tout le monde passe un bon moment, quoi. C'est le principe d'une famille, tout simplement. Ouais. Merci d'avoir apporté cette ouverture qui effectivement est clé dans la déconstruction de ce scénario, on va dire, idéal initial que l'on avait. Et une fois que, on va dire, les éléments majeurs de la tempête sont passés, on peut s'atteler à construire le scénario heureux et réel par rapport à ce que l'on vit. Merci à toutes les deux, Johanna et Daisy, pour vos partages, vos éclairages. C'était vraiment très riche. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte de Daisy, qui est Daisy Dessine sur Instagram et qui regorge de super pépites de votre vie. Vous pouvez également, sur Ma Boussole Aidant, venir retrouver des ressources qui peuvent être des ressources d'aide et d'accompagnement dans la situation que vit votre proche, mais aussi vous en tant qu'aidant, en termes de solutions de soutien, de groupes de parole, etc. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et on se retrouve prochainement pour un prochain café.